Mesdames et messieurs, bienvenue à cette table ronde qui a pour thème intelligence artificielle, assistant personnel, cheville ouvrière de la maison connectée ou arme fatale des GAFA. Depuis que la maison connectée a commencé, le marché de la maison connectée a commencé à prendre son essor, tous les industriels se disent que ce marché va décoller à condition d'avoir des standards techniques d'interopérabilité. Afin que l'ampoule connectée de la marque A puisse fonctionner sur la même interface que le lave-vaisselle de la marque B et encore les volets roulants de la marque C. Or, le problème, c'est que tout le monde est convaincu d'avoir la bonne technologie, donc tout le monde voudrait que le standard soit le sien. Résultat, la chose n'a pas tellement avancé depuis quelques années, et dans ce vide-là, d'autres acteurs se sont engouffrés pour profiter de cette situation, et parmi ces acteurs, nous avons bien évidemment les GAFA. Donc les Google, Apple, Facebook et Amazon. Et en particulier, pour le moment, Facebook et Amazon. Ils ont lancé, vous le savez, vous êtes sur ce marché, il y a eu un premier, en France, le Google Home a été lancé, l'enceinte Google Home a été lancée. Aux États-Unis, ça a commencé par Amazon. Au départ, c'était des petites enceintes qui avaient surtout vocation à lancer des playlists. Donc l'enceinte pour écouter la musique avec une interface vocale. On disait, vas-y, joue-moi telle playlist, telle chanson. Ça a commencé comme ça. Et maintenant, petit à petit, les enceintes connectées peuvent permettre de piloter toute la maison. Donc cela nous amène à voir un marché démarrer très très fort. Donc en France, ça a commencé, je le disais tout à l'heure, ça a commencé par Google Home. Les ventes ont été extrêmement importantes en fin d'année et le sont encore en ce début d'année. Dans quelques semaines devait être lancé Alexa d'Amazon en français, donc c'est quelque chose qui est arrivé sur le marché. Alors, cela nous amène, l'évolution de ce marché nous amène à nous poser plusieurs questions. Les assistants vocaux personnels sont-ils la glu qui manquait pour que le rayon Smart Home démarre ? Pour les industriels présents sur le marché, s'agit-il d'une bouée de sauvetage ou d'un baiser de la mort, puisque tout le monde est dans la course à la compatibilité avec ces nouveaux outils? Et pour le consommateur qui sont tentés par cette simplicité d'usage, parce que c'est vrai, c'est une interface très simple avec laquelle on parle simplement, y a-t-il un autre choix que celui de céder les données de toute la famille en échange de ces services? Alors pour répondre à ces questions et à beaucoup d'autres, nous allons nous tourner vers nos trois orateurs qui sont Benjamin Gauthier, sur ma gauche, donc, qui est expert expert en analyse stratégique dans les secteurs de biens et services de consommation chez Wavestone. Je vais y arriver. Bonjour Benjamin. Yann Deschel, qui est directeur des opérations chez Snips. Et tout à l'heure, vous allez nous raconter plus précisément comment vous vous inscrivez dans cet écosystème, dans cette thématique. Et Guillaume Lachenal, qui est CEO de Milibou. Alors pour commencer, on va faire peut-être un petit tour de table rapide de présentation. Je commence par vous, Yann. Deux mots sur Snips et comment vous êtes arrivé là. Bonjour. Alors oui, Snips est une société française qui développe des assistants personnels vocaux. Donc un petit peu comme ce que l'on connaît de Siri, de Google, si ce n'est que notre technologie est vendue en B2B. Et donc on la propose à tous les constructeurs et tous les fournisseurs de services qui veulent se libérer de la dépendance à la fois des GAFA, mais aussi du cloud, parce que notre solution fonctionne 100% en local. Donc l'assistant vocal, l'intelligence artificielle, n'exploite pas les données de manière centralisée. Voilà, donc on en parlera un peu plus. Guillaume Lachenal, Milibou, quand on regarde le site web de milibou.com, on voit surtout du mobilier. Alors qu'est-ce que vous nous faire là ? En fait, c'est ce qu'on est. On est juste un fabricant de mobilier. Et on fait un constat, c'est que le comportement de nos clients dans leur habitat a changé. Il est en train d'évoluer. Et on se pose des questions toutes bêtes qui sont comment est-ce que nous devons faire évoluer nos meubles dans ce nouvel environnement. On voit l'arrivée des assistants vocaux, on va en parler. Mais il y a plein d'autres cas d'usage, notre comportement avec notre téléphone, nos attentes dans la salle de bain, etc. Et on essaye d'avoir cette réflexion et de concevoir des produits qui vont répondre à ces nouveaux besoins. Benjamin Gauthier, donc Wavestone, un petit mot sur Wavestone, et puis on va enchaîner directement sur la première question, qui est celle d'un éclairage un peu chiffré sur ce que représente ce marché, puisque vous avez fait une étude récemment, donc il y a quelques mois, mais qui est encore d'actualité. Oui, effectivement, bonjour à tous. Donc Benjamin Gauthier, je suis manager au sein du cabinet Wavestone. Donc on est
juste en présentation rapide, on n'est pas acteur à part entière de la chaîne de valeur comme mes collègues de la maison connectée. Par contre, on a prétention à avoir une vue d'analyse sur les changements qui sont en cours et en particulier dans le secteur retail. C'est dans ce cadre qu'on a publié donc une étude en septembre dernier sur l'essor des assistants vocaux intelligents. Effectivement, l'étude est toujours très intéressante à lire, néanmoins les chiffres bougent toujours. Et une fois n'est pas coutume, je vais y revenir. Là où on considère que généralement les prévisions sont souvent très optimistes, en fait, en réalité, par rapport aux chiffres qu'on avait publiés, estimés à l'horizon 2020, on se rend compte qu'en fait, l'essor et les ventes d'enceintes connectées vont être largement supérieures à ce qu'on attendait. Alors juste pour vous faire un bref rappel sur les enceintes connectées, à la base ça se fonde sur deux technologies. Une première qui est les assistants intelligents, donc les assistants vocaux intelligents, ça a démarré avec Siri en 2011, donc ça date pas d'hier, donc c'est une technologie qui fonctionne, qui a été utilisée, qui s'est perfectionnée. Donc ça intègre à la fois les fonctionnalités des assistants intelligents et en même temps on va dire des fonctionnalités de machine learning, tout ça intégré dans une enceinte connectée au Wi-Fi de la maison et de plus en plus connecté aussi aux autres devices électroniques, aux autres devices connectés au sein de la maison. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui donc il y a deux acteurs qui sont on va dire bien installés sur le marché des enceintes connectées. Donc Amazon qui a été le premier à sortir en 2015 à peu près 2014 une enceinte connectée dite Amazon Echo, donc basée sur l'assistant vocal Alexa, qui est peu présent en fait sur les smartphones du fait que Amazon n'a pas son smartphone comme ça peut être le cas chez Apple ou chez Google. Et puis par ailleurs, les copains n'ont pas forcément vocation à intégrer Alexa au sein des applications. Et Google Home qui est sorti plus récemment, en novembre dernier aux États-Unis puis en France. La volumétrie de marché, on peut en dire quelques mots ? On considère aujourd'hui qu'il s'est écoulé, alors j'ai fait le travail juste avant de venir pour avoir des chiffres bien à jour, mais en 2016, 6 millions d'enceintes connectées ont été vendues dans le monde. Et en 2017, on atterrirait à un peu plus de 30 millions, aux alentours de 33 millions, pour une prévision à 56 millions, grosso modo, en 2018. Juste pour vous donner un ordre d'idée, dans l'étude, vous verrez, et puis pour être tout à fait transparent, qu'on tabelle plutôt sur 60 millions à un horizon 2020. On voit qu'en étant à 33 millions en 2017, on atteindra ce seuil très largement avant. Et enfin, dernière info là-dessus, Google Home, donc, qui est le seul acteur qui pour l'instant est présent, plus pour très longtemps, mais en matière d'enceintes connectées en France, il s'en est écoulé à fin décembre, début janvier, 500 000 en un mois et demi. D'accord, donc ça démarre effectivement extrêmement fort. Ça démarre très fort et ça démarre d'autant plus fort que on voit, si vous voulez, que l'utilisation du search oral, parce que c'est de ça dont il s'agit, donc utiliser la voix pour faire des commandes vocales, soit des recherches sur votre moteur de recherche, soit pour faire des commandes de e-commerce, soit pour contrôler d'autres devices connectés au sein de la maison, devient une pratique de plus en plus courante. Alors, on dit, en étant un peu optimiste, que demain, peut-être 50% des commandes de search, donc tout ce que vous faites aujourd'hui à l'écrit sur Google, en particulier qui a 90% de marché, 50% à un horizon 2020-2021 pourrait se faire par l'oral. L'oral, l'intérêt, c'est plusieurs choses. On remarque, si vous voulez, que d'une part, en termes de rapidité d'exécution, l'oral est beaucoup plus pratique que l'écrit. Sur une minute, pour vous donner un ordre d'idée, on va pouvoir prononcer 150 mots, alors qu'on sera capable d'en écrire que 40. Donc si vous avez en face des outils de data analytics, de machine learning, qui sont capables de bien analyser, de bien comprendre les demandes que vous faites avec beaucoup plus de nuances, en 150 mots qu'en 40, effectivement, vous allez aller plus vite. Vous allez aller plus vite et vous allez avoir des résultats qui sont probablement plus pertinents. Et ça s'améliore au fur et à mesure que votre enceinte vous connaît de mieux en mieux. On reviendra peut-être sur cet aspect un peu plus tard. On y reviendra tout à fait. Alors, Guillaume Lachenal, comme disait Benjamin tout à l'heure, effectivement, l'interface vocale facilite les choses.
comment voyez-vous, quelle raison voyez-vous justement à cette explosion de ce marché, puisque la fonction existait depuis 2011 avec Siri sur smartphone, pourquoi elle explose sur les enceintes connectées vous qui avez un regard un petit peu à la fois extérieur, mais qui sera peut-être un peu plus intérieur plus tard. Alors oui, effectivement, nous on a un regard de spectateur parce qu'on ne peut être que des suiveurs sur ces technologies-là. Le constat qui est réalisé, c'est que l'assistant, et on l'appelle assistant, c'est vrai aujourd'hui plus qu'encore enceinte connectée. Et c'est là on peut remarquer la force des GAFA, c'est qu'on a réussi à nous faire changer de vocabulaire sur le même produit. Mais on constate une chose, c'est qu'on est passé du gadget à l'outil. Et à l'outil au service du confort dans l'habitation. Alors, comment ça a pu se produire? Ça s'est produit de façon assez simple. Notre rapport au téléphone est ce qu'il est, mais dans notre habitation, il est différent. On a accès au téléphone pour un besoin précis, une action définie. Alors que notre besoin d'assistance dans l'habitation, elle est permanente et elle est mal définie finalement. Le fait d'avoir une enceinte dans la pièce et de pouvoir s'adresser à elle en permanence à n'importe quel instant change notre rapport au service. Votre téléphone, s'il est à 4 mètres, en fonction du téléphone que vous allez avoir, le micro va mal capter, il ne va pas vous répondre, s'il est envahi, il ne fonctionnera pas. Donc finalement, oui, c'est la même technologie, c'est la même base, mais notre rapport à l'utilisation de cette technologie est complètement différent. Yann Léchel, on pensait que l'Europe, et en particulier les consommateurs français, étaient plus soucieux de leurs données personnelles que les consommateurs américains. Est-ce qu'on est conscient, à votre avis, de tout ce qu'on donne comme information à Google et Alexa à travers ces assistants vocaux ? Alors la question est multiple et je pense qu'il est essentiel de rappeler que l'Europe est très en retard sur ces sujets. D'une part parce que les Européens ne créent pas aujourd'hui d'assistants tels que Amazon, Apple et Google peuvent en produire. Et d'autre part, ces acteurs se sont focalisés sur leur marché de prédilection, c'est-à-dire les États-Unis. Donc Amazon, en l'occurrence, qui est le leader des assistants vocaux pour le domicile, n'a pas encore sorti son assistant ni en français ni en allemand. Donc, il n'a été distribué qu'entre la Californie, New York et Londres. Et d'ailleurs, 40 millions d'appareils en cumulé, ça fait quasiment un par foyer. Il n'y a aucune technologie qui a été adoptée avec une telle vitesse, en tout cas d'un point de vue hardware. Donc pour moi, l'enjeu est colossal. L'Europe est en retard, d'une part, et la complexité de l'Europe, de par sa multitude et ses langages, fait qu'on aura du mal à rattraper ce retard, parce que les GAFA ont une approche qui est véritablement plateforme, donc ils vont pouvoir et vouloir proposer des assistants qui font un peu tout à la fois. Donc à la fois les consommateurs européens n'ont pas vraiment le choix, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité de choisir d'autres solutions locales, et lorsque ces acteurs américains proposent des solutions ici, évidemment on n'a pas le choix non plus du modèle opératoire principal de ces GAFA, c'est-à-dire une centralisation totale. Donc les acteurs américains le font sur leur marché, les consommateurs américains n'ont pas non plus le choix, et quelque part depuis quelque temps, et c'était la norme, les Américains avaient une approche plus libérale en ce qui concernait la data. Mais l'Europe est en train de changer les règles du jeu, avec la RGPD notamment. Et donc il y a une prise de conscience. Et j'aime bien rappeler l'exemple de Telegram. Telegram qui était tout simplement une autre plateforme de chat, et qui finalement a réussi à capter 200 millions d'utilisateurs. La différence de cette plateforme, c'est qu'elle encryptait les messages de bout en bout. Et par conséquent, finalement, WhatsApp a dû encrypter ces messages parce que le consommateur, qui a conscience finalement que la plateforme centralise et lit les messages, finalement n'est pas la bonne plateforme. Ce n'est pas le bon modèle. Donc les consommateurs commencent à sentir que trop de centralisation et trop d'accès aux données personnelles nuit à leur intimité, à leur privacy, comme on dit, et par conséquent, c'est un jeu qui se joue entre la tectonique des plaques des acteurs massifs plateformes, les Européens qui sont en retard et qui vont utiliser le cadre réglementaire pour changer la donne, mais on n'a pas encore composé avec les Chinois qui arrivent très très fort avec des plateformes qui sont extrêmement centralisatrices et qui ne respectent absolument pas les données personnelles des citoyens chinois, en l'occurrence. On reviendra sur la question du RGPD, c'est un point important. Mais pour revenir à la question de base, est-ce que vous pensez que le consommateur français, européen, a assez conscience de donner autant d'infos déjà via le smartphone? On en donne énormément à travers le smartphone. Tous les usages, toutes les apps, toutes ces infos remontent, elles sont revendues à des annonceurs pour divers besoins. Et là, avec l'enceinte à la maison, c'est non seulement
enfin, c'est toute la famille, c'est le besoin de toute la famille. Donc, c'est une mine de données absolument fabuleuse qui se combine par ailleurs avec celle du téléphone, puisque voilà, ça fait une source de plus et qui concerne tous les besoins du foyer. Mais tout dépend des acteurs. En l'occurrence, Amazon est avant tout un e-commerçant. Google a beaucoup plus d'informations sur l'utilisateur parce que c'est un capteur de données géocontextualisées. Donc, lorsqu'on est sous Android, eh bien, Google a une connaissance fine de nos déplacements, de nos habitudes, etc. Donc, peut utiliser ce contexte pour faire que son assistant est plus pertinent. D'ailleurs, Google est déjà plus pertinent que Amazon. En revanche, Amazon est bien meilleur à distribuer cette enceinte et la coupler à une offre de e-commerce. Donc, leurs objectifs sont différents. Mais les consommateurs, encore une fois, n'ont pas conscience. Donc, la réponse est non. Les consommateurs français et américains n'ont globalement pas conscience. Et il va falloir que le régulateur, les politiques et peut-être les consommateurs en masse, pas les individus, parce que les individus n'ont pas le choix, ne savent pas. C'est trop compliqué ce qui se passe derrière une enceinte connectée ou un smartphone. Trop compliqué. Personne ne sait. Et puis pour chaque app, si on voulait être consciencieux, il faudrait lire le contrat qui fait 150 pages en anglais, donc avant de savoir si on veut l'utiliser ou pas. Donc, et d'ailleurs, Amazon a une page pour ces notions de données personnelles. On peut cliquer dans l'arborescence, et lorsqu'on arrive sur les géographies Europe, on clique, la page est vide. Ils n'ont pas rédigé la page, en l'occurrence, parce que probablement il y a un tas de sujets qui sont illégaux. En l'occurrence, est-ce qu'un invité a le droit d'utiliser l'enceinte connectée? En principe, non, il n'a pas donné son consentement. Est-ce qu'un enfant a le droit d'utiliser l'enceinte connectée? Non, parce que c'est un enfant. Ok, donc c'est un sujet qui reste à écrire complètement. Pourquoi une telle frénésie de la part des GAFA, et en particulier ces deux qu'on a mentionnés, Google et Amazon, à vouloir prendre le contrôle de la maison connectée? Parce qu'il y a quand même tout un tas d'industriels qui ont des solutions, à la fois des sécurités, d'ampoules connectées, de tout ce qu'on peut imaginer. Pourquoi eux, ils veulent vraiment être la cabine de pilotage de la maison? Pour moi, la question et la réponse est simple. C'est un enjeu de concurrence entre eux. En l'occurrence, ils n'ont pas d'intention malveillante vis-à-vis des consommateurs. On voit très bien que Facebook, on peut accorder une certaine naïveté dans le traitement des data chez Facebook, mais leur objectif, c'est tout simplement de continuer à croître très très rapidement et ensuite de voir. Et Google, évidemment, veut enrayer l'avance d'Amazon sur la question de l'assistant parce que c'est un point d'entrée, c'est un péage. De la même manière qu'Apple se force à faire Siri et va avoir une approche qui est beaucoup plus orientée vers le son audio de qualité, mais chacun avec sa propre approche, son propre business model, va vouloir enrayer l'avance de l'autre pour pouvoir être le point d'entrée qui, à partir de là, permet toutes les autres transactions. Donc la frénésie, c'est juste une concurrence qui est une question de survie pour la plateforme, et tous les autres acteurs sont globalement repoussés. Donc si le régulateur n'agit pas, évidemment, il y aura un oligopole. Alors justement, les fabricants d'objets connectés de tout type ont aussi comme ambition de récupérer les données d'utilisation de leurs objets. Or, aujourd'hui, ils sont tous à la course à la compatibilité avec Alexa ou avec Google, et plus tard avec Apple. Et du coup, ce sont eux qui vont récupérer toutes les données d'utilisation. Donc on ne sait pas ce que les constructeurs eux-mêmes de l'ampoule connectée, de la machine à laver connectée, vont pouvoir récupérer et comment. Est-ce que les constructeurs ne sont pas quelque part un petit peu les cocus de l'histoire, pardonnez-moi de dire aussi trivialement, parce qu'en fait, ils ont lancé des produits dans un but précis et tout le bénéfice en termes de données est récupéré par des tiers qui vont l'exploiter commercialement et peut-être même chercher à leur revendre à eux qui sont à l'origine de la création de la data. Alors, je pense que... Question ouverte. Hein, si on tire le fil, évidemment, oui. Mais aujourd'hui, si on prend par exemple le cas de Monoprix qui a signé évidemment avec Amazon sur cette question de e-commerce, va leur permettre peut-être de prendre de l'avance sur leurs concurrents à eux. En revanche, s'ils n'ont pas de stratégie échappatoire de la codépendance absolue qu'ils pourraient avoir avec Amazon, alors ils signent probablement leur arrêt de mort ou alors la vente du groupe Casino à Amazon à prix discount parce que la codépendance va les affaiblir. Donc c'est une réponse à deux temps. La première, c'est évidemment que tout le monde doit s'intéresser à ces technologies parce qu'elles vont devenir dominantes, qu'on le veuille ou non. Les enjeux sont colossaux pour les GAFA. Donc les GAFA vont nous éduquer à utiliser la voix. C'est comme ça, il faut qu'on s'y habitue. Tout le monde doit s'y intéresser. Et ensuite, c'est une question stratégique pour chacun des groupes
comment est-ce qu'ils font pour se désengager de cette codépendance absolue? Benjamin Gauthier, un commentaire sur cette question? Je compléterai effectivement, j'abonde dans votre sens sur la stratégie d'échappatoire qu'il faut avoir. Prenons l'exemple juste de Toys R Us que vous connaissez tous et qui a défrayé la chronique, en particulier sur la faillite en fait du groupe dans un premier temps aux États-Unis et puis malheureusement il est à craindre dans les autres pays. Toys R Us il y a quelques années avait signé un accord de partenariat exclusif pour la distribution online de ses produits via Amazon. Qui était un petit nouveau qui arrivait sur le marché. Oui. Exactement. Résultat des courses, alors effectivement ça a permis de faire décoller assez rapidement les ventes de e-commerce de Toys R Us, mais quelques années plus tard, en fait c'était un modèle qui avait une équation économique qui était non rentable concrètement, et il était bien trop tard pour Toys R Us de développer sa propre plateforme de e-commerce, à la fois pour un manque de compétences en fait simplement technologiques, un manque de connaissance, je dirais, des consommateurs de la capacité à faire de l'omnicanal sur le réseau de distribution Toys R Us, et pour le résultat malheureusement qu'on connaît aujourd'hui. Chose qu'essayent d'éviter d'autres concurrents de Toys R Us avec plus ou moins de réussite pour l'instant, on va dire, en tout cas pour les distributeurs spécialisés. Je reviendrai juste sur ce que vous avez dit sur on va dire la concurrence un peu interne, intra-écosystème des GAFA qui se livrent sur ce marché. Je pense quand même que Google et Amazon ne sont pas dans la même optique dans le développement de leurs enceintes connectées. Je pense que Amazon poursuit son bonhomme de chemin dans la création de ce qu'on pourrait appeler un espèce de écosystème, un continuum de consommation pour l'ensemble des consommateurs. Où vous vous trouviez à n'importe quel moment de la journée, vous devez être capable demain de pouvoir commander ce produit sur Amazon. Que vous soyez en mobilité, que vous soyez au travail, que vous soyez à la maison. Vous avez soit votre smartphone, vous passez par la plateforme Amazon.com, vous serez livré en 24 heures puisque vous avez l'abonnement Amazon Prime. Si vous êtes à la maison, vous avez votre liste de courses qui est déjà préenregistrée avec votre enceinte connectée, et donc il y a juste à faire un refill. D'ailleurs, il suffit de voir que se développe, pour compléter ça, si on n'en avait pas assez, les dash buttons. Donc où que vous soyez dans n'importe quelle pièce de la maison, on vous rappelle quand même que si à un moment donné on arrive en fin de consommation de stock d'un produit dans votre placard, il vous suffit de presser le bouton pour que ça génère automatiquement une commande sur Amazon Prime. Donc là-dessus, la stratégie d'Amazon n'est pas tant... Certes, elle est effectivement de concurrencer Google sur la captation de la donnée d'entrée, comme vous le disiez. Et aujourd'hui, la captation de la donnée d'entrée, c'est-à-dire tout ce que vous écrivez pour faire une recherche, quelle qu'elle soit, passe essentiellement par l'écrit. Donc passe par Google, qui a 90% de part de marché, encore une fois, à part en Russie et en Chine, concrètement, sur les moteurs de recherche. Mais une fois qu'on a dit ça, Amazon, finalement, ils ont surtout envie de devenir l'acteur de référence du e-commerce, l'acteur de référence du commerce même tout court. Et les partenariats avec Monoprix sont effectivement peut-être un prémisse sur l'acquisition de certains points de vente physiques en France, comme ils viennent de le faire il y a quelques mois avec Whole Foods aux États-Unis. Google, à l'inverse, a plutôt été dans un premier temps sur une stratégie défensive par rapport à ça. Quand vous avez des prévisions qui vous disent que demain, allez, un horizon 4 ans, le search se fera à 50% à l'oral, et donc que vous ne serez plus, on va dire, le captateur de cette donnée d'entrée, avec derrière tout votre modèle économique qui est généré sur la vente des données personnelles, sur la publicité, le SIA, etc., etc., vous avez de quoi vous inquiéter un petit peu. C'est un peu l'arroseur arrosé qui avait fait la blague à Yahoo il y a 10 ans ou 15 ans et qui aujourd'hui se retrouve pris à son propre jeu avec l'essor d'un nouveau canal de search sur le web. Donc Google a été dans un premier temps sur une stratégie plutôt défensive et plutôt avec succès, je dirais, hein, puisque en l'espace de quelques mois, ils ont réussi quand même à rééquilibrer leur niveau de vente à 25% de part de marché au niveau mondial à peu près, hein, donc il en reste 2 tiers quand même pour Amazon. Et aujourd'hui essaye effectivement d'aller un peu plus loin, soit avec des partenariats, on en a vu avec Walmart, avec aussi des acteurs français, Auchan en Chine par exemple, pour développer la stratégie de e-commerce, mais avec, je pense, un temps de retard par rapport à Amazon. Et je terminerai juste sur un chiffre là-dessus. La question du search, c'est très intéressant de voir les habitudes des consommateurs, en particulier par catégorie d'âge. Aujourd'hui, vous avez à peu près
un peu plus de 50% des recherches que vous faites, tout type de recherche, que ce soit pour de la météo, que ce soit pour un produit, que vous faites via un moteur de recherche classique et Google. Ça tombe à 43% si on est sur les tranches d'âge un petit peu plus jeunes, 18-30 ans, grosso modo. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que surtout, vous avez d'autres canaux de recherche qui se développent, les réseaux sociaux. Donc on va consulter l'information à travers les réseaux sociaux, à travers les fils d'actualité, plutôt qu'en allant directement sur les sites de presse et des médias. Et vous avez plus de, grosso modo, 50-60% des recherches de produits qui ne se font pas non via Google, mais via Amazon. C'est-à-dire qu'on a une idée de produit, on a envie de comparer les produits, on a envie de comparer les prix, on a envie de comparer les caractéristiques. On ne sait pas si on va l'acheter sur Amazon. Par contre, on va aller rechercher le produit sur Amazon parce qu'on sait qu'on va le trouver. Pour le comparer. Et ça, c'est fort. Il y a un préconditionnement presque qui est un peu effrayant. Alors, sur la question que vous évoquiez de Toys R Us et le piège avec Amazon, c'est le sujet de notre édito de retail numérique qui est sur le salon. Donc voilà, après cette petite page de pub, parce qu'effectivement c'est symptomatique d'une enseigne qui a raté d'une part la diversification, d'autre part la première marche donc, du commerce électronique. Et en fait, ils avaient signé un contrat de 10 ans que Toys R Us a rompu au bout de 6 ans. Mais c'était déjà trop tard, ils ont payé 5 ans, ce qui est quand même énorme. Oui, voilà. Alors, Guillaume Lachenal, sur la question du partage de données. Alors, vous avez, je disais, vous faites du mobilier, vous avez sorti aussi un miroir connecté au CES de Las Vegas. Les données que produisent vos objets connectés, que pourront produire vos meubles, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous, en tant que fabricant ? Non. Non, parce que... Alors on a effectivement produit un miroir connecté qui est compatible avec les différents assistants vocaux. On a aussi on présente le canapé connecté actuellement. On va prochainement présenter un luminaire qui sera compatible avec aussi bien Google que Alexa. Vous n'aurez pas à cumuler vos box dans votre habitat. Il vous suffira de dire OK Google ou Alexa. Si vous avez un de ces luminaires dans la pièce, ça fonctionnera. Nous, on se positionne vraiment comme un fabricant d'appareils. C'est notre métier. Pour moi, la question reviendrait à demander à Samsung ou Philips est-ce qu'ils ont un intérêt à la page de publicité de M6 ou l'absence sur France 2 ? Moi, j'ai envie de dire non, ça c'est une question de la relation entre mon client et le service qu'il a décidé de configurer ou d'installer sur l'appareil. Donc nous, on a un regard qui est assez distant sur la partie data et notre travail est de faciliter l'accès à ces services plus qu'à essayer d'en tirer un parti ou d'en dévier de l'information. Mais juste pour rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure, et sur les questions qu'il faut se poser, je pense, en tant que consommateur, on a beaucoup étudié la concurrence entre les GAFA et le point de vue qu'ils peuvent avoir sur les différents services. Il y a quand même un point qui est important, c'est qu'ils ont un point commun, c'est que ces gens-là, ils sont là soit pour vous diffuser la publicité, soit pour vous vendre des produits. C'est leur source de rémunération. Et moi, quand je suis sur une page web et que je vois 50 produits, je suis libre de choisir d'une manière un peu plus large que quand je pose une question à un assistant vocal qui va certainement pas me donner 25 réponses. Et au-delà de nos données personnelles sur lesquelles moi je rejoins mes confrères, et je pense aussi qu'il y a un sujet qui est l'évolution culturelle. Demandez à vos enfants comment est-ce qu'ils conçoivent les données personnelles, complètement différemment de nous probablement. Et ils ont été éduqués et formés par les GAFA là-dessus. Mais au-delà de ça, c'est notre liberté de consommer. C'est comment est-ce que demain on sera libre d'acheter ce produit-là et quelle sera l'influence d'un Amazon qui va nous pousser plutôt celui-ci parce que son taux de marge est meilleur, parce qu'il a des stocks écoulés, pour n'importe quelle raison en fait. Oui, on va vers un non-choix, un choix imposé qui est un non-choix. Et sur la question de données personnelles, effectivement, vous disiez, nos enfants ont une vision différente si on ne les éduque pas, si on ne les met pas un petit peu la pratique qu'ils peuvent avoir, mais si on ne les met pas un petit peu en garde, nous, adultes, qui connaissons un petit peu l'arrière-boutique, notamment des choses. Moi, je vais être pessimiste sur ce sujet. Regardez ce qui s'est passé avec Facebook. Si vous expliquez à vos parents que le facteur ouvre les lettres, qu'il les lit, qu'il les remet dans l'enveloppe et qu'il les remet dans la boîte aux lettres, ils vont devenir fous. Vous expliquez à vos enfants que Facebook lit les SMS, les traite et les livre, indirectement c'est un peu ça. Mais moi, aucun de mes enfants a changé son comportement avec Facebook. Ils m'ont dit ah non, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est vrai, faut pas. On a l'impression d'un oligopole qui va se mettre en place par les GAFA, qui est pour l'instant un duopole. Alors, est-ce que c'est une fatalité, Yann Deschel ? Est-ce qu'on peut, quand on voit la puissance de ces mastodontes, la puissance financière, leur part de marché, est-ce qu'on peut faire autrement qu'être dans un système où on va donner toutes nos données soit pour le commerce, soit pour la publicité, dans le cas d'Amazon et de Google ?
Alors je pense que l'enjeu est colossal pour ces acteurs et il faut regarder l'histoire pour comprendre comment ils fonctionnent. La décennie qui vient de s'écouler, c'est la décennie du smartphone. L'iPhone arrive en 2007, et 10 ans plus tard, on a l'iPhone X, le 10, et on connaît l'essor de l'économie smartphone et ce qu'elle a permis de faire. Mais si on regarde les consommations effectives dans l'économie smartphone, en fait, elle est minuscule comparée à celle qui préfigure de celle de l'assistant chez soi. Sur mon smartphone, je dépense quelques euros par mois, maximum, sur l'économie smartphone pure. Dans l'e-commerce, je dépense des centaines d'euros par mois. Des centaines. Et toutes les familles le font aussi. Donc l'enjeu de capter ce budget est colossal. Et évidemment, le régulateur a du mal à comprendre ce qui se passe et à trancher. C'est-à-dire que Facebook, aujourd'hui, c'est un média. Amazon, du e-commerce. Apple vend des appareils. Google vend de la publicité. Mais en réalité, ils veulent tous se mettre des bâtons dans les roues pour pouvoir, je pense vraiment, garder le point d'entrée. Parce que ce point d'entrée est la promesse d'un chiffre d'affaires qui continue de croître. En l'occurrence, Amazon, certes e-commerce, mais ce n'est pas pour rien qu'ils ont développé l'offre musique pour contrecarrer Apple, pour contrecarrer Google. Facebook va mettre bientôt sur le marché son assistant vocal parce qu'ils veulent garder le point d'entrée pour toutes les transactions sociales sur leurs médias, qui est aussi une source de publicité. Donc en fait, chaque acteur va devoir finalement dupliquer la fonction de l'autre pour garder la dominance. Et donc, encore une fois, c'est un enjeu de survie et de croissance pour ces acteurs. Et certains considèrent qu'il faut casser ces monopoles. Sauf que le régulateur, jusqu'à présent, avait une lecture très claire de ce que c'était qu'un monopole. C'était une part de marché colossale. Or, par exemple, Facebook, ce n'est que 25% de notre usage quotidien. 25%, ça paraît minoritaire. Or, comme on le disait tout à l'heure, les enfants, notamment, considèrent qu'ils ont un coût social trop haut à quitter Facebook. Et donc ça doit être pris en compte dans le calcul, l'estimation d'un acteur qui aura une tendance à garder son monopole. Voilà, donc il ne faut pas oublier que l'Europe a réussi à casser Microsoft il y a 15 ans, notamment sur la question de l'intégration de Bing et d'Internet Explorer. L'Europe a cette capacité de casser les acteurs. Et peut-être que Google était prémonitoire en créant la société Alphabet au-dessus de Google, parce que leur activité a besoin d'être finalement segmentée pour protéger les business models de chacun, parce que probablement il y aura des retours, et notamment le marché qui s'éduque sur ces sujets. Donc c'est un vrai sujet. Alors dans quelques semaines, le RGPD, donc le Règlement général sur la protection de données, donc l'européenne qui protège justement l'utilisation de données personnelles, va rentrer en vigueur le 25 mai. Est-ce que vous pensez que ça va freiner l'élan des GAFA? Et est-ce que c'est peut-être l'une des raisons qui pousse, là on voit en ce moment, Google fait un tapage d'enfer pour vendre ses enceintes à tout prix, ses assistants vocaux, pardon, donc j'adopte la nouvelle terminologie. Est-ce que d'une part ça va les freiner un petit peu? Est-ce que sur le parc installé, il y aura un retour en arrière? Est-ce qu'il faudrait que vous disiez que la page sur l'Europe n'est pas écrite sur est-ce que ça va avoir un impact sur ce marché-là? Alors, question ouverte. petite réponse rapide sur ça. Évidemment, la RGPD est une très très bonne chose pour les consommateurs, mais probablement une très mauvaise chose pour les acteurs européens qui n'ont pas les mêmes budgets pour se mettre à niveau que les GAFA. Et les GAFA ayant déjà un point d'entrée simplifié vont pouvoir faire signer aux consommateurs, une fois pour toutes, l'adoption à telle ou telle règle. Donc en fait, les GAFA vont réussir à bénéficier, vont probablement se renforcer de la RGPD, qui a pour but de protéger le consommateur. Donc, avoir à suivre, à mon avis, c'est à double tranchant. Guillaume Lachenal, je pense que c'est exactement ce qui va se passer, c'est que les premiers effets du RGPD va être de renforcer les GAFA, ce qui n'était pas forcément l'objectif, mais carrément pas. Oui, c'est pourtant ce qui va se passer, parce que pour plein de PME et de petites sociétés, y compris les startups qui développent cette technologie, c'est quelque chose d'assez lourd à intégrer, de complexe. On a plusieurs points d'entrée, c'est le cas même chez Miliboo. Le projet RGPD est un projet à part entière. Je pense que les GAFA vont pouvoir surfer là-dessus pendant un certain temps. Et je ne sais pas si à terme, on arrivera à imposer aux GAFA ce qu'on a pu peut-être imposer avec Bing à Microsoft. Ça me paraît, moi, de mon expérience personnelle, assez compliqué.
le RGPD et e-privacy qui arrivent également sont des sujets qui ont vocation pour moi surtout, pas à réguler, j'y crois peu, mais en tout cas à sensibiliser réellement le consommateur sur les données qu'il dévoile et la façon dont on le sait exploiter. Après, ça sera son choix de continuer de le faire ou pas, mais à minima, il faut que cette prise de conscience ait lieu. Benjamin Gauthier, un commentaire là-dessus? Je partage absolument ce que vous venez de dire. En fait, ce qui se passe, parce qu'au sein de Wavestone, on accompagne beaucoup d'acteurs, retailers, constructeurs, enfin en tout cas qui ont des points de contact avec les consommateurs et donc des points de captation de leurs données. On se rend compte effectivement que c'est un sujet qui est très difficile à traiter. Et bon, on l'espère que tout sera terminé d'ici mai, mais je crains que ça ne soit pas encore. Non, ça va, ça ne commencera qu'à partir du mois de mai. Il n'y a pas de gens qui seront pas prêts. Hein. Toujours est-il que, juste pour vous donner un exemple, une illustration sur la manière dont est appréhendée cette directive européenne, elle est vue comme une contrainte réglementaire et juridique et non pas comme un levier marketing derrière. Une des grosses problématiques qu'il peut y avoir chez nos amis retailers, c'est tout simplement qu'ils ont très mal structuré la donnée qu'ils ont captée tout au long de ces années. Que ce soit au niveau du retail, de la grande consommation, que ce soit même au niveau des constructeurs automobiles, qui ont développé quand même aussi un certain nombre d'outils pour faciliter la conduite et capter aussi des données accessoirement. Aujourd'hui, le projet GDPR, RGPD, est confié aux directions juridiques et aux directions des risques. C'est celle, et aux directions IT, bien entendu. Alors même que ça pourrait être l'occasion, peut-être, de nettoyer un petit peu à la fois notre manière de faire, nos process de captation de données, et puis en même temps de mieux la segmenter pour que demain, dans les limites du cadre réglementaire défini, on puisse être plus performant, on puisse être plus percutant dans la publicité, dans la compréhension, la segmentation de nos clients. Or, en confiant la mission, les projets en priorité aux directions des risques et aux directions juridiques, effectivement, c'est plutôt un effet de massue qui se passe, c'est-à-dire qu'on va consommer énormément de ressources pour se mettre à la page, sans pour autant avoir une réflexion de fond derrière sur demain comment on utilise mieux la donnée et comment on devient aussi agile que les gars qui effectivement auront peu de mal à se conformer à cette directive. Pourquoi ? Parce que leur manière de penser la donnée est déjà très claire et déjà finalement très simple à faire évoluer, que ce soit à travers des conditions d'utilisation ou même en interne avec leur base de données et leur data analyst qui les maîtrisent. C'est vrai que c'est vécu comme une grosse contrainte. Yann Echel, un commentaire ? Oui, alors merci pour la transition parfaite parce qu'il est possible de faire très différemment. En l'occurrence, chez Snips, on a une approche qui est radicale, ce qu'on appelle privacy by design. C'est dans notre ADN finalement de se dire que pourquoi capter toutes les données dans le cloud par défaut si on peut réfléchir sans capter aucune data à la base. Donc ça crée des contraintes, c'est plus compliqué, mais on a réussi à créer des assistants vocaux qui écoutent en local et ne transfèrent jamais la voix côté cloud. Donc c'est une alternative qui est perpendiculaire à ce qui se passe par défaut depuis 10-20 ans, et ce qui nous permet finalement d'aider les constructeurs ou ceux qui construisent des mobiliers, et parlons-en d'ailleurs, de créer une expérience qui distingue la captation de la voix et la compréhension de ce qu'a dit l'humain pour avoir une approche fonctionnelle endogène et ensuite, s'il y a transaction, aller vers le web, mais au niveau de la transaction et non pas au niveau de ce qui a été dit ou ce qui a été entendu par le microphone. Voilà, donc on a segmenté le process et on a créé une solution qui est intermédiaire, qui s'insère dans l'objet et qui, sur un tout petit ordinateur, on le fait tourner sur un Raspberry Pi, qui est un ordinateur qui coûte une dizaine d'euros, la totalité de l'assistant fonctionne en local. Donc il est possible de faire différemment, mais évidemment, ce que l'on fait aujourd'hui, on est 50 personnes à travailler jour et nuit sur ce sujet depuis 3 ans, n'était pas possible il y a 6 mois. Alors vous battez juste les 50 personnes que vous êtes contre 4 sociétés qui totalisent plus de 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière et qui ont des moyens marketing absolument mais c'était le cas de Google lorsque Microsoft était dominant. Tout à fait. Mais vous y croyez, vous êtes motivé. Quel retour vous avez de l'industrie par rapport à ça ? Parce qu'effectivement, alors non seulement on y croit, non seulement on est très ambitieux sur notre approche, notre technologie, je pense qu'il y a une opportunité réelle pour l'Europe et certains acteurs
de se positionner sur cette approche qui est radicalement différente. Donc l'Europe peut en effet finalement émerger comme un leader sur le respect des citoyens. En réalité, l'Europe est très différente des États-Unis, est très différente de la Chine. Pourquoi ne pas avoir un projet de société qui va bien au-delà de la RGPD, mais qui est sur une prise de conscience, qui est sur une manière de fonctionner très différente, qui permet à certains acteurs éventuellement comme nous d'émerger avec une solution qui apporte une véritable alternative. Et encore une fois, on n'est pas les seuls à avoir ce genre de réflexion. Il y a beaucoup d'autres sociétés qui se rejoignent finalement à cette cause. Donc voilà, l'histoire n'est pas écrite. Une dernière question, puisque le temps tourne avant de prendre éventuellement quelques questions dans la salle. On voit que les retailers, donc, qui sont ici présents, c'est les visiteurs de ce salon, se réjouissent de voir un nouveau marché qui devient très vite un marché de masse. Donc ça génère du business, ça attire un petit peu le rayon de produits autour. C'est plutôt une bonne nouvelle pour eux en termes de business. Est-ce qu'il leur appartient de prendre position sur ce sujet des données, à faire un peu de pédagogie éventuellement, ou c'est que le meilleur gagne finalement, et puis on comptera les points à la fin. Question ouverte, messieurs. Quels sont vos avis sur la question? Est-ce que c'est bien d'avoir un label bio? C'est presque le même sujet. Est-ce qu'on peut avoir un label privacy by design qui soit reconnu, qui soit un argument commercial? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui ferait sens? Écoutez, je vais prendre un exemple. Hier, je rencontrais les fondateurs d'une start-up qui va mettre à disposition une application de réalité augmentée pour pouvoir déterminer si on peut consommer ou non un produit en fonction de ses allergies, en fonction de effectivement ses préférences alimentaires aussi, peut-être des niveaux d'exigence qu'on peut avoir sur la supply chain qu'il peut avoir. Le modèle initial de ces startups était effectivement, on va dire, focalisé sur l'utilisation des données comprises dans les codes barres, donc sur la consistance des produits, sur les ingrédients, sur ce qu'on peut trouver là-dessus, et derrière l'analyse pour mettre à disposition du consommateur des contre-indications en cas d'allergie sur tel ou tel produit. Force est de constater qu'aujourd'hui ils sont en train de faire évoluer leur modèle, à la fois pour des questions de modèle économique et finalement de taux d'utilisation de cette application, alors même qu'elle est plutôt très saine. Oui, sauf que... Alors, je ne sais pas si on parle d'un même, mais j'avais trouvé ça bien, j'ai montré à ma fille, elle me dit oui, mais ça te dit ce qu'il y a sur l'étiquette, ce qu'il y a sur le produit, on parle bien de la même chose? Oui, voilà, c'est ça. Ce qui va se passer maintenant dans, on va dire, leur nouvelle politique partenariale, c'est travailler beaucoup plus main dans la main avec les acteurs de la grande distribution. Travailler main dans la main avec les acteurs de la grande distribution, ça veut dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire qu'ils mettent à disposition un système applicatif personnalisable par enseigne de grande distribution, ou alors un système applicatif qui va intégrer les données que les marques ou les fabricants ont bien voulu transmettre pour tel ou tel produit. Et on peut espérer que ces données soient généralement vraies, je l'espère en tout cas, mais pas forcément toujours complètes, puisqu'on va bien transmettre les données qui derrière auront un impact marketing ou sur lesquels on se sent le plus à l'aise pour vendre tel ou tel produit. Idem côté retailer, vous allez avoir des Monoprix, des Auchan qui vont effectivement promouvoir, je pense, davantage des produits en marque blanche, leurs propres produits, plutôt que d'autres. Et en mettant encore en avant peut-être la chaîne de production, la chaîne de logistique qu'il y a eu derrière ce produit, au détriment d'autres qui pourrait y avoir dans le rayon. C'est à la fois bien si on voit le verre à moitié plein, puisqu'on a davantage d'informations, on est davantage informé sur ce qu'on va consommer. Et si on voit le verre à moitié vide, on se rend compte qu'une fois encore, on va être orienté et prisonnier de recommandations ou d'informations qu'on nous pousse et qu'on ne maîtrise pas en tant que tel, parce qu'on n'aura pas une information pure et parfaite comme on peut la penser en économie traditionnelle, et où par ailleurs, si vous voulez, le risque que demain il y ait une véritable guerre acharnée au sein d'un point de vente donné, au sein d'une enseigne de distribution, pour promouvoir un produit plutôt qu'un autre, comme on peut le voir dans une concurrence traditionnelle à travers la publicité sur la télévision ou autre. Donc tout ça pour dire que, pour revenir à votre question,
Je dirais que c'est à la fois bien de pouvoir avoir davantage d'informations et de pouvoir qualifier cette information par rapport à des attentes de consommateurs. Mais derrière, il faut se rendre compte que ceux qui fournissent l'information, c'est ceux qui vendent les produits. Parce que fournir l'information, ça coûte cher. Et donc, si on fournit l'information, il faut qu'il y ait un business case derrière, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Ce n'est pas juste pour le plaisir, sauf si derrière, il y a un cadre juridique qui impose telle ou telle chose. Et là, dans ce cas-là, c'est le coup près. Et voilà. Messieurs, sur les positionnements du retail, est-ce que le retail doit être, je dirais pas parti dans l'histoire, mais est-ce qu'il doit se contenter de laisser faire le marché ou est-ce qu'il a un rôle de pédagogie justement sur ces questions de données personnelles liées à la maison connectée? Nous, on est retailer, donc on a un regard bien sûr là-dessus. Et moi, je ne vous cache pas que je suis inquiet. Je suis inquiet parce que dans nos métiers, dans le nôtre tout particulièrement, on a besoin de séduire le client, on a besoin de le surprendre, on a besoin de lui vendre du sentiment, du rêve. Et dans toutes ces technologies qui visent quand même assez à nous faire passer dans un entonnoir pour que on arrive tous à peu près à les mêmes résultats, où on doit être classé, catalogué, je me demande où est et comment on insère cette petite part de magie qui fait que j'en ai envie, ce truc qui me surprend, mon épanouissement ou mon ébahissement devant un produit en me disant mais j'aurais jamais pensé à ça, c'est incroyable. À partir du moment où on essaye d'analyser tout notre rythme de vie, nos besoins du quotidien, qu'est-ce qui fait l'étincelle et qu'est-ce qui donne l'envie? Les drivers des GAFA sont clairement financiers. Quelle est la part du côté, je sais pas, artistique, émotionnel? Et comment, avec de l'intelligence artificielle, on va arriver à créer de l'émotion? Je pense que malgré tous les progrès de l'intelligence artificielle, on en est très très loin. Donc le risque pour moi, au-delà de la partie mes données personnelles que je décide de donner, de ne pas donner, c'est un débat qui a son importance, mais qui est presque secondaire pour moi, qui est de dire mais quelle est ma liberté de consommer, quelle va être dans mon quotidien l'incidence de ces outils qui ont une progression fulgurante. Moi j'ai chez moi Google Home et Alexa, j'ai les deux. Je peux vous dire que je vois ma famille s'être complètement adaptée à l'outil en quelques semaines. L'interrupteur ne sert plus. On allume, on éteint la lumière avec la voix, on ouvre le portail avec la voix, et c'est intégré en quelques jours parce que finalement, pour une fois enfin, c'est plus l'homme qui a dû s'adapter à la technologie qu'il créait, mais l'inverse. La technologie s'est enfin adaptée à l'homme et on a juste un rapport à la technologie qui est devenu le nôtre, qui est complètement humain et naturel. Et moi, ça, je trouve ça quelque part dangereux parce qu'on humanise les résultats et on se les approprie et ça peut faire de nous des moutons, oui. Et apparemment, il y a toute une série de nouvelles voies qui vont arriver encore plus naturelles, plus séduisantes, etc. Donc pour nous faire acheter à peu près n'importe quoi. Yann Échelle, un dernier mot là-dessus, ce sera le mot de conclusion. Sur ces voies, je pense, et ça c'est mon pronostic, c'est qu'il va y avoir une explosion d'assistants personnels, et je pense que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que cette notion finalement d'entonnoir, si un entonnoir ou quelques entonnoirs dominent la partie, alors on n'a plus de choix. Mais la RGPD aidant, en principe, il devrait être possible de dire je vous quitte, vous, acteur dans lequel j'étais bloqué pendant des années, je prends mes datas et je vais chez le concurrent. Donc on devrait réussir, on devrait en tout cas tendre vers plus de concurrence, plus de choix pour garder cette magie que j'appelle la sérendipité, quelque part. C'est cette possibilité finalement de se dire je peux changer de système parce que de l'autre côté on me propose autre chose. Le simple fait de pouvoir le faire en toute quiétude est merveilleux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dans la téléphonie, on a réussi à le faire. Changer d'opérateur est devenu très facile alors que c'était très compliqué. Du coup, les gens le font. Ils ne le font pas en permanence, mais ils le font beaucoup plus fluidement. Donc, il faudra peut-être simplifier ça. Exactement. Bien. Mais écoutez, merci. On a le temps tourne, donc on va. Si on a une ou deux questions dans le public, on va pouvoir les prendre. Sinon, vous pourrez les poser en tête-à-tête juste à la fin de la séance. Donc si nous n'avons pas de questions, il nous reste à vous remercier de votre présence, de votre attention et merci messieurs de votre participation. Merci.